Bonjour et bienvenue pour la suite de la philosophie bouddhiste. On va essayer de revenir sur une distinction fondamentale, toujours du point de vue Sautrantika qui suit le raisonnement. Donc on s'appuie ici sur le Pramanavartika, sur le commentaire au compendium de cognition valide de Dharmakirti, Acharya Dharmakirti. Donc pourquoi est-ce que on a cette école philosophique qui est mise en avant dans cette playlist? En fait, c'est parce que c'est la base à partir de laquelle on comprendra d'autant mieux des points de vue plus avancés, tels que le Madhyamaka ou la voie médiane. Et donc ici, si on a une première approche par rapport à ces notions clés du point de vue Sautrantika, on aura d'autant plus de chances de comprendre ce qu'on entend dans les textes classiques par rapport au point de vue plus abouti. Donc ici, on va essayer d'examiner une différence essentielle entre existence substantielle et existence imputée. Et on va voir qu'il y a deux niveaux de lecture, parce que le Bouddha a enseigné pendant 45 ans, et donc parfois il a employé les mêmes mots qui ont un sens différent d'un contexte à l'autre, et c'est pourquoi ça a donné plusieurs points de vue philosophiques différents, et au sein même d'un courant philosophique, on peut avoir des contextes différents, des niveaux de lecture différents. Donc là, j'espère que je vais arriver à clarifier certaines notions par rapport à ça, puisqu'on peut lire dans certains textes substantiels, imputés, etc., et ne pas nécessairement comprendre de quoi il s'agit. Donc là, ici, on va essayer d'abord de parler de ce que veut dire existence substantielle, de la via sat ou zee en tibétain. On s'appuie ici sur ce que dit Anne Klein dans Knowledge and Liberation. Donc elle reprend justement le point de vue Sautrantika qui suit le raisonnement. Et donc il y a plusieurs niveaux de lecture. Le premier, c'est est-ce que l'objet en question a la capacité d'opérer une fonction? Si on parle d'un phénomène impermanent, à ce moment-là, on parle d'une vérité ultime, d'un phénomène spécifiquement caractérisé, d'une cause, d'un produit, etc. Et on parle de une chose efficiente, une chose produite, qui a pour définition ce qui a la capacité d'opérer une fonction. Donc c'est pourquoi ici on a presque la définition qui est totalement reprise dans cette description des phénomènes substantiels ou des existences substantielles. Donc ça c'est le premier niveau de lecture. Et il y a un deuxième niveau de lecture, c'est comment est-ce que le phénomène en question nous apparaît. Donc on va y revenir en deuxième partie d'émission. Il y a un troisième niveau ici qui ne sera pas évoqué, un troisième niveau qu'on retrouve dans le Cédula de Jepun Gomang, le compendium de thèmes qui est étudié à Jepun Gomang, que reprend aussi Daniel Perdue dans Debate in Tibetan Buddhism. Donc là, dans ce cas-là, c'est une division terminologique de phénomènes substantiels. Mais on ne va pas s'intéresser aux 3 et 4, on va s'intéresser aujourd'hui aux 1 et 2. Et surtout d'abord, on va commencer par les impermanents. Les impermanents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça existe, c'est soit impermanent, soit permanent. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Et donc, en d'autres termes, si ça existe, c'est soit un existant substantiel, soit un existant imputé. Donc ça, c'est une dichotomie, ou c'est une opposition. Ça veut dire que non seulement ces deux phénomènes sont contradictoires, mais en plus, si ça existe, ça entre nécessairement dans l'un des deux tiroirs. Si ça existe, c'est soit un existant substantiel, soit un existant imputé. Donc c'est soit impermanent, soit permanent. Et pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, on rajoute parfois simplement imputé, un existant simplement imputé, comme dans la définition d'un phénomène généralement caractérisé, qui est équivalent avec permanent, vérité conventionnelle, etc., etc. Et donc cette définition, c'est phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas spécifiquement caractérisé. Donc on va mettre de côté pour l'instant qui n'est pas spécifiquement caractérisé. C'est simplement pour dire que ici on ne parle pas des phénomènes spécifiquement caractérisés, on parle des phénomènes généralement caractérisés. Et donc c'est équivalent, comme on l'a dit, à permanent, vérité conventionnelle,
phénomène qui est une non-chose, etc., etc. Donc ici, vous voyez bien la différence, c'est que quand on rajoute simplement, ça veut dire que le phénomène permanent, pour être explicitement appréhendé par la conscience, on a besoin d'un concept. On a besoin d'un concept. Le phénomène permanent est explicitement appréhendé par la conscience conceptuelle au travers d'une généralité de sens, à travers d'un concept. Ça, on y reviendra bien sûr dans l'aspect psychologie, mais pour l'instant, c'est simplement pour noter le fait que sans la conscience conceptuelle, le phénomène permanent, il n'aurait pas son statut ontologique, il n'aurait pas son statut d'existant d'un certain point de vue. Donc il a besoin de cette conscience conceptuelle pour exister d'un certain point de vue. Très bien. Ensuite, on a comment est-ce que l'objet est perçu. Et là, ça va être intéressant pour la suite quand on va étudier le Madhyamaka ou la voie médiane. C'est là où ça va avoir des implications importantes. Donc, comment est-ce que l'objet est perçu? Est-ce qu'il apparaît sans devoir dépendre d'autre chose ou pas? Donc, par exemple, ici, vous avez un existant substantiel. Donc, hélas, c'est le même terme, mais il y a une connotation extrêmement différente. Il apparaît sans devoir dépendre d'autre chose, contrairement à un existant imputé qui, lui, apparaît en dépendance d'autre chose. Donc, vous voyez que la connotation est très différente par rapport à ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc, par exemple, vous regardez une montre, une horloge, etc. Elle apparaît tout simplement à votre conscience visuelle. Vous n'avez pas besoin de percevoir quoi que ce soit d'autre. Elle apparaît d'elle-même, d'un certain point de vue. Contrairement au temps. Le temps, c'est un phénomène qui n'est ni de la forme, ni de la conscience, et il est impermanent. Donc il doit pouvoir être appréhendé par des perceptions directes. Il doit pouvoir même être l'objet apparent des perceptions directes, puisque c'est un phénomène impermanent. Et pour Yonzin Purguchok, l'auteur du texte sur lequel on s'appuie ici pour les définitions en général, un phénomène impermanent est l'objet apparent d'une perception directe. Mais comment est-ce qu'on perçoit le temps? Est-ce qu'on peut le percevoir avec nos yeux, avec nos oreilles? Est-ce que le temps est palpable, etc. Le temps, c'est une chose impermanente, c'est une durée, c'est une chose impermanente qui vient à son terme très progressivement. Par exemple, la durée d'un repas, une saison, une année, un jour, une heure, etc. Ça, c'est du temps. Et donc, ça change d'instant en instant, ça vient à son terme progressivement. Donc, c'est une chose impermanente. Mais ce n'est pas de la forme, ce n'est pas matériel. Et ce n'est pas de la conscience non plus. Donc, c'est un facteur composé non associé. Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'appréhender? On a besoin d'autre chose. On a besoin de la montre pour le temps. Donc, c'est-à-dire que sans appréhender une montre, un sablier ou je ne sais quoi, ou les feuilles des arbres qui deviennent jaunâtres, etc., pour certifier que c'est l'automne, puis l'hiver, etc. Sans ça, en fait, on ne percevrait pas le temps. On aurait une notion extrêmement abstraite du temps. Donc ça veut dire que le temps peut être appréhendé directement, mais en passant par autre chose, quelque chose qui n'est pas lui. Une montre n'est pas le temps. Un sablier n'est pas le temps. Mais le temps est perceptible au travers de la montre ou du sablier. On pourrait prendre d'autres exemples. Par exemple, si vous voyez de loin, vous percevez la forme corporelle de quelqu'un, grâce à cette forme corporelle, vous percevez la personne. Mais la personne, c'est pareil. La personne, c'est un facteur composé non associé. C'est une chose produite qui n'est ni forme, ni conscience. La personne n'est pas son corps et la personne n'est pas son esprit. Mais la personne est d'une même entité substantielle avec son corps et son esprit. Donc ça veut dire que si on perçoit le corps d'une personne, on perçoit son visage par exemple, on peut dire qu'on perçoit cette personne. Mais on ne peut pas percevoir cette personne sans percevoir une partie de son corps ou de son visage, etc. Donc ça veut dire que le corps ou le visage de la personne est un existant substantiel, alors que la personne elle-même, c'est un existant imputé.
Très bien. Donc là, on a vu deux niveaux de lecture. On va essayer d'y revenir ici. On va essayer de comprendre. Par exemple, si vous prenez ces fleurs, entre ces deux niveaux de lecture, cette fleur est un existant substantiel. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité d'opérer une fonction. Elle est impermanente. Et elle est aussi un existant substantiel par rapport au deuxième sens. On l'aperçoit sans avoir besoin d'autre chose pour percevoir la fleur. La fleur, c'est un phénomène produit, matériel, etc. C'est de la forme, et donc cette forme engendre un aspect à la conscience visuelle, en l'occurrence, et donc il y a besoin de rien d'autre pour l'appréhender. Donc c'est bien un existant substantiel ou un phénomène substantiel, comme vous voulez. Selon ces deux notions-là, elle est bien un phénomène impermanent, et on peut l'appréhender sans dépendre d'autre chose. Un pot, c'est pareil. Un pot en terre a la capacité d'opérer une fonction, c'est un phénomène impermanent, et on a besoin de rien d'autre pour appréhender le pot. Il apparaît tout seul comme un grand. Et toutes les autres choses ici, un canapé, une guitare, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est matériel, de ce point de vue-là, ça fonctionne aussi. Par contre, une personne, entre ces deux notions, la personne n'est pas un existant substantiel en fonction du deuxième niveau de lecture. Une personne est un existant substantiel uniquement par rapport au premier niveau de lecture. Une personne est impermanente. Elle a la capacité d'opérer une fonction, mais on a besoin de passer par autre chose que la personne. Pour percevoir la personne, on a besoin de passer par son corps, son visage, etc., comme vous voulez. Donc c'est une personne humaine, on peut prendre une personne non humaine, ça revient exactement au même, une personne non humaine a pour définition d'ailleurs même un jeu imputé en dépendance de tout ou partie des agrégats. Donc là, quand on comprend la définition d'une personne au sens bouddhiste, c'est n'importe quel jeu ou n'importe quel individu qui est désigné en dépendance de tout ou partie des agrégats. Donc ça veut dire que dès la définition même de ce que veut dire personne, on comprend déjà que c'est un phénomène imputé en dépendance d'autre chose. Et donc c'est ça, on a besoin de percevoir cette autre chose pour percevoir la personne. Donc on comprend déjà que la personne n'est pas un existant substantiel au sens du numéro 2. La personne est un existant imputé au regard du numéro 2. Donc ça veut dire que la personne, qu'elle soit humaine ou non humaine, c'est un existant substantiel au regard du numéro 1, mais c'est un existant imputé au regard du numéro 2. Et de ce point de vue-là, ça veut dire que existant substantiel et existant imputé ne sont pas contradictoires, puisque c'est deux niveaux de lecture différents. L'impermanence, c'est pareil. L'impermanence, c'est un facteur composé non associé. D'ailleurs, tous les composés non associés sont nécessairement des existants substantiels au sens numéro 1. Ils ont la capacité d'opérer une fonction, comme leur nom l'indique, ce sont des facteurs composés, donc impermanents, produits. Ils ont nécessairement la capacité d'opérer une fonction, mais comme ce sont des facteurs composés non associés, ils ne sont pas de la matière ou ils ne sont pas de la conscience, ou ils ne sont pas que l'un ou que l'autre, on pourrait dire à ce moment-là. À ce moment-là, on a besoin de passer par autre chose pour les percevoir eux. Donc ici, dans composé non associé, dans ces deux expressions, vous retrouvez exactement le fait que ce phénomène a la capacité d'opérer une fonction, donc il est impermanent, il est composé, il est produit, il change d'instant en instant, etc. Et il est non associé, ça veut dire que ce n'est pas de la forme ou de la matière, il n'est aucun des deux. Et donc, on a besoin de percevoir autre chose pour l'appréhender. Donc, ça veut dire que c'est un existant imputé au regard de la deuxième notion, du deuxième niveau de lecture. Alors, un petit bonus. Quand on a dit tout à l'heure un existant simplement imputé, on a parlé des permanents. Donc ici, on parlait d'existants imputés, à distinguer de simple imputation. Takpatsam en tibétain, taksam. Une simple imputation, c'est un non-existant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit conceptualiser quelque chose. Et donc, dans ce cas-là,
cette conceptualisation, elle, existe, c'est l'imputation elle-même, mais ce à quoi on pense n'a aucune existence. Il n'y a pas de référent dans la réalité. Donc si par exemple vous pensez à une licorne bleue, quand vous pensez à une licorne bleue, vous pensez licorne bleue, vous avez la simple imputation conceptuelle, licorne bleue. Mais il n'y a aucun référent dans la réalité. Donc c'est pourquoi une licorne bleue est une simple imputation. Mais ce n'est pas un existant simplement imputé. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. C'est de la même façon, si on dit paix dans le monde, la paix dans le monde, on peut conceptualiser la paix dans le monde. Hélas, c'est une simple imputation pour l'instant. Ce n'est pas encore une réalité. Donc ça veut dire qu'on a une simple imputation, on a une simple conceptualisation, on a une coquille vide, en fait, on a une représentation mentale, mais qui ne renvoie à rien dans la réalité. Donc c'est une simple imputation. Tous les non-existants sont de simples imputations, mais ne sont pas des existants simplement imputés, justement parce qu'ils n'existent pas. Donc maintenant, si on a compris la différence entre existant imputé et existant substantiel, normalement, ça nous aide à comprendre un peu mieux ce qu'on disait précédemment par rapport à la définition de definiendum et la définition de définition. Ici, c'est le deuxième niveau de lecture. Est-ce que le phénomène nous apparaît directement ou est-ce que c'est simplement une désignation? Donc de ce point de vue-là, on ne va pas entrer trop dans les détails parce que ce n'est pas nécessairement une apparence directe dans ce cas-là. Par exemple, un existant substantiel triplement qualifié, ce qui est cela n'est pas nécessairement quelque chose d'impermanent qui apparaît directement à la perception directe. Ça peut être un phénomène permanent. Par exemple, la définition d'espace incomposé, c'est un existant substantiel triplement qualifié, mais c'est permanent. Donc ici, en fait, c'est simplement pour revenir sur un petit détail qu'on avait vu par rapport à définition et definiendum. Ici, on avait vu qu'un existant substantiel triplement qualifié ne devrait pas être confondu avec un existant substantiel dans le sens d'impermanent. Parce que ce n'est pas nécessairement le cas. Un existant substantiel triplement qualifié n'est pas nécessairement impermanent. Pourquoi? Parce que la définition de l'espace incomposé est bien un existant substantiel triplement qualifié, mais n'est pas impermanent. Donc, ce n'est pas un existant substantiel au sens du numéro 1, de la première notion, du premier niveau de lecture. Donc ici, phénomène substantiel, existant substantiel, c'est équivalent. Mais en fait, je ne vais pas trop revenir sur ces détails-là parce que ça pourrait nous confondre plus que ça ne l'est déjà. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Essayez d'y revenir parce que c'est très important de comprendre ce que veut dire existant imputé, existant simplement imputé, parce que quand on étudiera le Madhyamaka ou la voie médiane, on verra que tout ce qui existe est nécessairement un phénomène imputé, un phénomène simplement imputé, mais avec un niveau de lecture différent, ce sera encore beaucoup plus profond. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.